Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une personne sur 4 en Belgique sera confrontée à un moment donné de sa vie à la violence au sein même de sa propre famille. Violence d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'un cousin, d'un frère ou d'une sœur, d'un ami proche parfois aussi. Et si on se focalise sur les violences sexuelles, l'OMS révèle qu'elles touchent 20 à 24% des filles et de 5 à 11% des garçons de moins de 18 ans dans les pays occidentaux, entre 2 à 4 enfants par classe. Des chiffres qui donnent le tournis et sur cette violence pèse une véritable chape de plomb. On accueille aujourd'hui 3 invités pour en parler. Alors déjà, bonjour à tous les 3 et merci d'avoir accepté notre invitation. Isabelle Serret, vous êtes auteure et intervenante en sociologie clinique, formée en victimologie appliquée. Vous avez rédigé ce livre, Faire taire le silence, entendre les murmures autour de la prise en charge des violences intrafamiliales à l'égard des enfants. On va en discuter. Alors ce livre, il a été écrit sous l'impulsion du délégué général aux droits de l'enfant, une institution dont vous faites partie, David Lallemand. Bonjour, vous êtes conseiller en communication, responsable des projets du délégué général aux droits de l'enfant. Et enfin, Valérie, vous avez vous-même subi des violences sexuelles étant enfant. Et c'est votre grand-père qui s'est attaqué à vous. Et cet inceste, vous l'avez effacé de votre mémoire jusqu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, vous avez envie de témoigner pour faire passer un message. Vous allez nous le dire tout de suite. Mais j'ai d'abord envie de me tourner vers vous, David Lallemand, parce que c'est vrai qu'en Belgique, et je pense dans le contexte aussi de l'affaire Dutroux qui a marqué le pays, on a tendance à croire que les violences envers les enfants et les violences sexuelles en particulier, elles viennent en fait de prédateurs extérieurs à la famille. Or, la majorité de ces violences, elles émanent de la famille en fait. Oui, et je pense que c'est une vraie douleur en Belgique parce que ça nous ramène à quelque chose qui est assez effroyable. C'est-à-dire que cette affaire Dutroux, elle a évidemment eu un impact qui se mesure encore aujourd'hui sur la manière dont on voit les violences qui sont infligées aux enfants. Et malheureusement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque la réalité, et c'est traduit dans les saisines de l'institution du délégué général aux droits de l'enfant, la réalité, c'est que effectivement, ces violences, ces abus, ces maltraitances, ils sont d'abord et à plus de 85% le fait de l'entourage familial proche. Et vous l'avez bien résumé, hein, ça peut être le père, la mère, le grand-père, un oncle et quelqu'un qui gravite autour du noyau familial. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ça nous a amené au point qu'aujourd'hui, la famille reste considérée comme étant un lieu sacré dans lequel tout serait beau, tout serait formidable et tout se passerait bien. Alors que si on se penche simplement sur les statistiques de saisine du délégué général aux droits de l'enfant, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et puis après, ça va plus loin puisque ça nous empêche, par exemple, d'arriver à légiférer au civil sur les violences dites éducatives ordinaires. Il n'y a pas de violence éducative, tous les textes, toute la littérature le montrent. Et donc, ça nous empêche finalement de suivre la ligne de progrès qu'avait toujours suivi la Belgique en la matière, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles a été le 2e territoire mondial à créer une institution de défense des droits de l'enfant, alors que la Convention de 1989, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'y obligeait personne, mais après la Norvège, nous avons été le 2e territoire mondial à créer cette instance pour vérifier la bonne application des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, on est en recul, quoi. Aujourd'hui, et je pense que c'est notamment du fait de l'affaire Dutroux, on est un peu en recul. Alors, on se rend bien compte que les droits humains sont un peu en recul partout et tout le temps. Je dirais que le malheur, c'est que les droits de l'enfant sont souvent déjà moins bien considérés que les autres droits humains et que dans la période que nous vivons, qui est un peu un pli de l'histoire assez inquiétant, ils sont encore moins bien considérés que les droits des autres humains. Et ici, le fait de vous être intéressé aux violences intrafamiliales, est-ce que c'est lié au Covid, au fait que dans cette période de confinement notamment, on sait que les violences intrafamiliales ont particulièrement augmenté ? Oui, vous avez raison. C'est là que dans l'institution, on s'est rendu compte, et ça s'est
tout de suite remarqué lors du premier confinement, par exemple. Les travailleurs de terrain, les personnes dans les institutions, mais aussi finalement le grand public revenaient vers l'institution pour nous signaler des inquiétudes, des problèmes, parfois extrêmement graves, dont les enfants étaient les victimes. Et ça a permis, je dirais, chez nous de réfléchir à la manière dont on pourrait adresser cette question des maltraitances, qui reste évidemment une des priorités parmi les priorités du délégué général aux droits de l'enfant, puisque c'est un très très gros volume du travail de ce que nous essayons d'améliorer au quotidien dans l'institution du délégué général. Mais là, on a vraiment eu envie d'affronter à nouveau ce sujet qui reste terriblement tabou, et de manière originale, puisque l'émission du délégué général nous amène à réfléchir aussi autrement que ce qui se fait ailleurs, puisque ce travail sur les violences, les maltraitances et les abus sur les enfants, il est très documenté. Mais il n'est pas documenté au départ de la parole des enfants. Ouais. Et donc, c'est ce que nous avons voulu essayer de faire. Et on s'est d'abord entouré d'un comité d'experts parce que nous n'avions pas toutes les compétences au sein de l'institution pour réfléchir à la meilleure manière de le faire. Et puis après, on est aussi allé vers des témoins du vécu, des experts du vécu, pour essayer de voir comment on pourrait établir une méthodologie, une sorte de protocole qui nous permettrait d'aller à la rencontre des enfants eux-mêmes, de telle manière à le faire de la manière la plus bienveillante possible, en évitant de réactiver le trauma et en ne rajoutant pas des couches de douleur à leur souffrance déjà bien présente, quoi. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oui. Alors, du coup, cette phase où il y a eu de la rencontre avec toute une série de témoins, d'adultes qui ont vécu des violences, et c'était à ce moment-là que vous allez intervenir, Isabelle Serret, parce que vous allez recueillir ce témoignage et vous allez aussi l'analyser avec les personnes elles-mêmes. Alors, dans ce livre, il y a plusieurs parcours et plusieurs témoignages qui ressortent, mais peut-être que finalement, quand on parle de violence intrafamiliale, ce serait bien de définir quel type de violence, de quoi on parle, Isabelle Serret. Là, dans le livre, on voit qu'il y a vraiment plusieurs types de violences différentes. Oui, alors moi, j'ai rejoint l'équipe du délégué général aux droits de l'enfant en faisant partie de ce comité d'experts pour tout ce qui concernait la méthodologie. Et c'est David Lallemand, Fouzia El Marabet et Karine van der Straten qui ont recueilli les récits. Alors moi, je les ai pris, je les ai analysés, réécrits, et puis j'ai rencontré les témoins. Et ce qu'il y avait de particulier, c'est que c'est ce comité d'experts qui a demandé dans son entourage qui avait subi des violences intrafamiliales dans l'enfance. Et on partait du principe qu'un couple qui se dispute devant un enfant, c'est de la violence intrafamiliale. Une gifle, des injures, du harcèlement, c'est de la violence intrafamiliale. Et à l'analyse des récits, on s'est rendu compte que sur les 7 témoins, il y avait 6 incestes et un abus sexuel. Alors, à côté de ça, c'était difficile de donner une place à toutes ces violences qui sont insignifiantes, on pourrait dire, mais vraiment avec beaucoup de guillemets, par rapport à l'inceste, vu que c'est vraiment ce qu'il y a de peut-être plus destructeur pour un enfant. Mais même si ces violences d'humiliation, de privation de nourriture, d'injures, etc., sont tout aussi violentes dans la construction de l'enfant. Et donc ça a donné cette tonalité-là pour le livre, c'était d'essayer quand même de faire place à des violences plus sournoises, on pourrait dire. Donc c'est ça qui est compliqué dans le fait de pouvoir se dire j'ai de l'inquiétude pour un enfant, c'est que ces violences, elles prennent des formes diverses et que la réaction de l'enfant face à ces violences est aussi très diverse. Ça peut aller d'un enfant qui va se fondre dans les murs, être le meilleur élève de sa classe, à un enfant qui va extérioriser ce qu'il reçoit en agissant de manière violente. Et là, le problème est que c'est souvent son comportement qu'on punit et pas les raisons de son comportement. Valérie, vous témoignez dans ce livre « Faire taire le silence », vous parlez de l'inceste que vous avez subi. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à parler, à témoigner ? Bien, moi, j'ai été contactée donc, par Karine van der Straten, que tu mentionnais, pour participer au travail d'Isabelle. Et précédemment, j'avais déjà fait un petit témoignage public dans une capsule vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et
j'étais prête à le faire. Je pense que tout le monde n'a pas la capacité, tout le monde n'est pas prêt à témoigner de ce genre de fait, parce que c'est livrer une partie de son intimité la plus intime, je vais dire. Ouais, il est très lourd aussi, de se replonger, j'imagine, là-dedans aussi. Oui, à chaque fois qu'il faut en parler, même aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, c'est pas de gaieté de cœur, on va dire, mais voilà, je pense que j'ai suffisamment élaboré autour de ce qui m'est arrivé pour trouver les mots justes et pour pouvoir en parler. Donc j'ai tout de suite accepté la proposition, parce que je pense que ce n'est qu'en donnant corps à ces chiffres qui sont vertigineux, que vous avez cités en début d'émission, ce n'est qu'en donnant corps, et le fait d'être là, d'être présente, c'est une manière de donner corps à ces chiffres, et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Oui, et c'est vrai que par rapport à l'inceste, on dit souvent que le tabou de l'inceste, on a le sentiment que ce n'est pas de le commettre, mais c'est de le dire. Ça a l'air d'être plus compliqué d'en parler. C'est vraiment quelque chose... Il reste un tabou autour de l'inceste. Oui, je pense justement, comme je viens de dire, c'est que... Alors évidemment, il n'y a pas de gradation dans les violences intrafamiliales. On ne peut pas dire qu'une chose est pire qu'une autre, mais en termes d'impact traumatique, l'inceste a été qualifié d'extrême. Et puis, ça touche à la sexualité. Et je pense qu'en ça, c'est très compliqué, non seulement à formuler, à dire, d'expliquer des faits, d'autant plus qu'à l'âge où les faits arrivent, il n'y a pas de vocabulaire construit autour de la sexualité. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour un enfant très jeune d'aller s'exprimer là-dessus. Et puis, il y a tout ce tabou de l'inceste. Et au vu des chiffres, c'est à se demander est-ce que c'est vraiment un tabou, si c'est aussi couramment perpétré. Oui, et répandu. Oui, quoi. Voilà. Il y a vraiment toute la question du silence. Hein. Vous l'avez pris dans le titre, mais concernant l'inceste, mais concernant les violences, c'est vraiment ce silence. C'est le silence des enfants, c'est le silence aussi des parents, de l'entourage, de l'école, de la société en général. On pourrait dire qu'il y a plusieurs couches de silence, et l'objectif du livre, c'est de le faire taire. Mais la première, c'est, comme le disait Valérie, c'est que cette personne qui commet ces violences fait partie de la famille, donc c'est une partie de son identité. Donc c'est difficile de se priver d'une partie de soi, ou d'intégrer qu'une partie de ce qui constitue son identité est nocive pour soi. Donc déjà pour l'enfant, c'est difficile. Ensuite, je pense que le même phénomène, même processus existe pour la famille. Comment se débarrasser d'une personne dont on est entièrement lié par des liens familiaux, de sang, d'histoire de famille, etc. Ensuite arrivent les professionnels ou la société. Et c'est vrai que par rapport à ce type de violence, je pense que tout le monde est un peu démuni, et principalement les intervenants qui... quand ils reçoivent une révélation, quand ils ont des soupçons, ne savent pas comment réagir, de peur d'appuyer sur le bouton rouge qui va tout déclencher. Et donc l'idée qui ressort du livre, c'est que beaucoup préfèrent recourir à l'autorité, à ne pas prendre en considération la parole de l'enfant, parce que c'est plus facile. On se préserve en faisant ça. Et puis, il faut quand même constater une chose, c'est que c'est plus facile de se passer de la parole de l'enfant. Parce que c'est une habitude des adultes de se passer de la parole des enfants. La Convention internationale, dans son article 12, prévoit la participation des enfants à, normalement, tous les secteurs de la vie dans lesquels ils auraient la possibilité de donner une opinion sur base de leur vécu d'enfant à eux, par rapport à ce qui leur arrive, notamment à l'école. On voit combien c'est difficile parfois de mettre en place des conseils de classe et des choses comme ça dans lesquelles il y a une véritable participation des enfants. C'est vrai au niveau des communes, c'est vrai au niveau de l'aménagement du territoire. En fait, on demande aux enfants leur avis un peu sur la musique et sur le sport parce qu'on considère que c'est à ça qu'il faut les réduire. Ce que Covid nous a montré et qui a mis en exergue et que Isabelle vient de bien remettre en lumière, c'est que finalement, la parole des enfants, elle est considérée comme subsidiaire. Covid l'a mis en lumière aussi. Pourquoi ?
parce que quand on a décidé de refaire fonctionner la société, on a commencé par les adultes en voyant comment on allait leur donner à nouveau la capacité d'être productifs. Et les enfants étaient vraiment relégués au rang de dégâts collatéraux. On faisait ce qu'il fallait faire pour permettre finalement aux adultes de pouvoir aller travailler et de faire fonctionner un système économique avant toute chose. Et on s'est bien rendu compte à l'époque que c'était très difficile et d'autant plus violent, là, institutionnellement, d'y arriver, qu'on n'a jamais véritablement donné la parole aux enfants pendant Covid et qu'on ne s'est jamais véritablement adressé à eux comme à des sujets de droit. Les enfants sont le plus souvent considérés comme étant des objets qu'on déplace là où les adultes considèrent qu'ils ne sont pas dans le chemin. Et là est une des raisons pour lesquelles c'est important à la fois que la Convention existe, que le délégué général aux droits de l'enfant soit chargé de la faire respecter en Belgique, c'est que nous sommes obligés de reconsidérer l'enfant comme un sujet de droit. Et c'est ce qu'on fait dans le travail que nous avons entamé maintenant, c'est-à-dire aller rechercher leurs paroles, même sur ces sujets délicats, difficiles. Si vous prenez le temps de vous arrêter avec un enfant et que vous parlez avec lui de politique, même internationale, ou de faits sociétaux, ils ont des choses à nous dire qui peuvent nous permettre d'ouvrir des portes que nous n'aurions jamais ouvertes pour aller vers des solutions auxquelles nous n'avons jamais pensé. Et c'est ce que nous essayons de faire chez le délégué général sur ce sujet qui reste tabou, vous avez raison. Ouais. Valérie, en fait, vous avez effacé en fait, de votre mémoire pendant de très longues années ce qui est arrivé. Vous avez souffert d'une amnésie traumatique, c'est ça? Oui. Et vous avez eu quoi, des bribes de souvenirs qui sont revenus à un certain moment? Alors, c'est suite à pas mal de soucis de santé, des problèmes de dos, tout simplement, où j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui était là depuis très longtemps. Je ne savais pas mettre des mots dessus. J'ai entamé un travail thérapeutique. Et très vite, le cœur du problème est ressorti. Alors, ça ne vient pas en une fois. On n'a pas tous les souvenirs qui remontent. C'est très progressif, c'est très lent, c'est très douloureux. Mais, et puis surtout, on a du mal à y croire. Et je pense aussi, avec l'amnésie traumatique, c'est des problèmes aussi, c'est que c'est difficile à croire, même pour l'extérieur. Et donc... Oui, parce qu'à un moment, du coup, vous l'avez dit, vous avez décidé de le dire à votre famille notamment, vous avez décidé de rompre ce silence. Oui, je pense que c'était important. J'ai des enfants. Donc je pense que de toute façon, quand il y a des violences au sein d'une famille, alors plus particulièrement des violences qui touchent à l'inceste, il a été démontré que l'inceste est déjà présent dans une famille. Donc c'est majoritairement un phénomène transgénérationnel. Donc à partir du moment où on fait un travail sur soi et qu'on se dit qu'on veut que ça s'arrête, la première chose à faire, c'est d'en parler. Donc je voulais tout d'abord protéger mes enfants. Et donc, et puis après, une fois que ce travail-là a été fait, j'ai pu poursuivre cette parole et essayer de l'amener au plus grand nombre. En plus, je suis professeure, je suis enseignante. Donc vous avez parlé des chiffres tout à l'heure. J'ai des classes de 30. Et bien sur 30 élèves, il y en a statistiquement 3 qui subissent en tout cas l'inceste, sans parler des violences ordinaires et des violences physiques, psychologiques. Donc le chiffre est hallucinant. Et je pense que quand on représente un moment une figure, je ne veux pas dire d'autorité, mais oui, quand même, un professeur, c'est une figure d'autorité, eh bien, je me devais de partager cette expérience pour montrer que alors la parole ne libère pas. On l'entend très souvent que la parole libère. Alors c'est très compliqué. Je pense que je l'ai dit dans ton ouvrage. C'est pas une libération qui soulage tout d'un coup. Je veux dire, ça reste complexe. Et l'entourage a tendance à rester dans une protection de déni, en tout cas à un moment. Je pense à l'entourage plutôt éloigné. Voilà. C'est pas un sujet qu'on aborde très facilement avec quelqu'un en sachant qu'il a été victime.
dans son Oui, et c'est vrai que là, vous l'avez dévoilé plus tard, hein, mais c'est vrai qu'on voit dans le livre, il y a toujours cette ambivalence dans certains témoignages où il y a des enfants qui disaient si je parlais, je risquais de faire exploser ma famille, je risquais d'être placée. Donc il y a toujours cette sorte d'ambivalence de est-ce que je le dis, je le dis pas. En même temps, on constate que les enfants le disent, mais on ne l'entend pas. Et donc chacun le dit à sa façon. Je pense à Charlotte, par exemple, qui, elle, avait encore des soucis d'énurésie en primaire. Et plutôt que de s'intéresser à ce problème, on la change de place pour qu'elle soit plus proche des toilettes. Donc on réagit aux symptômes, mais on n'essaie pas de comprendre le symptôme. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'ils le disent. Et mais le moment où ils saisissent qu'ils peuvent le dire, si ce n'est pas entendu, eh bien, ils se taisent. Oui. Je pense donc je disais que le vocabulaire n'est pas encore... L'enfant ne possède pas le vocabulaire pour s'exprimer, mais il le signifie. Et il y a plein de manières de signifier. Moi, j'étais couverte d'eczéma, par exemple, quand j'étais petite. Mais voilà, j'étais allergique, donc c'est passé inaperçu parce que c'est inconcevable. Mais l'enfant le signifie, oui. Et je pense que à partir du moment où l'enfant le signifie, il y a une toute petite fenêtre qu'il faut attraper. Et si il n'a pas été entendu à ce moment-là, s'il n'a pas été compris ou s'il n'a pas été cru. Oui, c'est ça aussi toute la question. S'il n'a pas été cru, eh bien alors il se tait. Voilà. Et c'est vrai que ça ressort aussi dans le livre d'Alvise Lallemand. Il y a plusieurs témoignages où on dit mais en fait tout le monde savait. Enfin, on voyait les bleus sur mon corps, mais le PMS se renvoyait un peu la balle à un autre service. Chacun se renvoie un peu la patate chaude, comme vous le dites dans le livre. Oui, et ça, c'est un vrai problème. On comprend, et Isabelle l'expliquait bien tout à l'heure, que si l'enfant est déjà au départ finalement considéré comme étant pas véritablement valide dans l'expression de quelque chose qui lui arrive, et donc pas considéré comme un interlocuteur valable par rapport à la violence qu'il vit, on a autour tous les professionnels, que ce soit en première ou seconde ligne, que ce soit toutes ces équipes éducatives qui entourent les enfants qui vont à l'école, c'est normalement obligatoire. Mais il y a aussi aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, le fait que si ces signaux sont visibles, il y a aujourd'hui une pression sur les adultes qui entourent nos enfants et qui sont censés les accompagner de manière bienveillante qui est énorme. Comment voulez-vous, par exemple, que dans un PMS, je prends l'exemple d'une école de 700 élèves où le PMS vient 2 demi-jours par semaine et où ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent, on puisse faire ce travail et accompagner les enfants, prendre le temps suffisant pour aller vers eux. Comment voulez-vous qu'une équipe éducative qui est déjà en sous-effectif, des classes de 30 élèves, un professeur à qui on réclame tous les jours une charge administrative, c'est vrai aussi des directions, mais c'est vrai aussi pour les actions en milieu ouvert, les AMO, etc. Ce sont des gens qui sont... J'ai toujours cette image du bateau dont on écope, on sait qu'il y a un trou dans la coque et on écope un peu tous les jours. Ça permet à la barque de tenir un flot, mais il n'y a rien à faire. Il y en a qui ont les pieds dans l'eau et puis il y en a qui vont peut-être se noyer dans l'histoire. Et on est vraiment là, cette pression là est terriblement toxique pour la manière dont nous avons le devoir en tant qu'adultes de nous occuper de nos enfants. C'est ce qu'on essaie de rappeler chez le délégué général, mais on est souvent très peu entendu, parce qu'on est un peu le caillou dans la chaussure qui vient rappeler, notamment au monde politique, qu'il y a des choses à faire. Et peut-être qu'il suffit de juste renforcer les systèmes qui existent déjà, les équipes SOS Enfants, imaginer aller plus loin dans la prise en charge, parce qu'on pourrait imaginer mettre les enfants de côté un certain temps, mais alors il faut travailler avec les parents pour que quand ils réintègrent le milieu familial, il ait été lui aussi accompagné de telle manière à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Il y a des choses possibles, mais il faut que le politique l'entende aussi. Ouais. Valérie, qu'est-ce qui vous aurait aidé, vous avez l'impression? Qu'est-ce qui aurait pu être mis en place? On parle par exemple, vous êtes dans l'enseignement, on parle par exemple beaucoup du cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ces derniers temps, les VRAS, où il y a une polémique parce que voilà, il était rendu obligatoire en 6e primaire et en 4e secondaire. Est-ce que par exemple ça aurait pu vous aider? Sincèrement, j'en sais rien. Parce qu'on est cadenassé, en fait. Quand on est pris dans un système comme ça, on est cadenassé.
comme je vous l'ai dit, on signifie par des moyens enfantins, mais mettre des mots dessus, c'est très compliqué. En plus, moi, j'avais une maman institutrice, donc même mon milieu scolaire, j'avais ma mère qui était présente, ma mère que je devais aussi protéger par mon silence. Donc, j'avais pas de possibilité de le dire à ce moment-là. Oui, puis il y a la pression de l'agresseur aussi, évidemment, à laquelle on se soustrait sans broncher. Donc, je ne sais pas ce qui m'aurait aidé, mais je pense que ce qui aide aujourd'hui, c'est d'en parler. En fait, il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à taper sur le clou. Et je pense que ces dernières années, il y a eu tous ces mouvements de libération de la parole, il y a eu MeToo inceste, il y a eu MeToo, voilà. Donc je pense que c'est à travers ça qu'il faut qu'on ne puisse plus passer à côté, en fait. Et je pense que c'est au travers d'émissions comme ceci, d'ouvrages d'Isabelle, du travail que fait le délégué général aux droits de l'enfant, ces travaux médiatiques qui ont été faits ces derniers temps en littérature, en cinéma. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va permettre que les choses changent, oui, bien sûr. Isabelle Serret, en fait, vous aviez écrit un livre précédent qui s'appelait « Chez moi vit la violence », où vous relatiez notamment des groupes, des discussions qui émanaient de groupes de parole avec des auteurs de violences. Est-ce que c'est en travaillant aussi avec les auteurs qu'on peut faire changer les choses ? Certainement, parce que, comme Valérie le disait, un inceste n'arrive jamais par hasard dans une famille. C'est bien qu'il y a une transmission de la violence, et qui n'est pas reproduction, mais qui est faute d'avoir appris à faire autrement. Donc, en proposant des groupes de travail aux auteurs de violences intrafamiliales, qu'ils soient hommes ou femmes, il y a moyen de leur faire prendre conscience qu'ils répondent finalement à des frustrations ou à des difficultés d'être par la violence, mais que d'autres chemins peuvent être empruntés. Ouais. C'est vrai que cette question de la transmission de la violence, ça ressort vraiment à plusieurs moments dans ce livre. C'est quelque chose qui se perpétue. Ça peut être étrange à dire, mais ça se perpétue, il y a une transmission. Mais c'est-à-dire que les frontières sont floues entre ce qui est juste et pas juste. Et par exemple, si je m'énerve et que je crie, est-ce que je suis violente comme mon papa ou est-ce que je réagis normalement à une agression ? Et donc, on est tout le temps en confusion par rapport à cette violence. Est-ce que je suis juste ? Est-ce que je reproduis ? Est-ce que je suis ce que je ne veux pas être ? Et donc, tout ça est emmêlé avec des sentiments de honte et de culpabilité qui font que la réaction qu'on a apprise, c'est celle de réagir violemment. Ouais. Mais du coup, en tout cas, le travail au niveau du délégué général aux droits de l'enfant, il continue, puisque vous l'avez dit, ça c'était une première étape, récolter la parole des experts du vécu, des personnes adultes qui ont vécu des violences. Maintenant, donc, vous rencontrez des enfants, c'est un processus en cours avec, j'imagine, du coup, des recommandations aussi qui ressortiront de ça. Absolument, on a commencé le travail il y a 6 mois. On travaille avec des services résidentiels généraux de l'aide à la jeunesse pour aller à la rencontre de ces enfants. Et on a quelques idées pour justement donner une autre forme originale aussi à ces témoignages, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Mais évidemment, on aura l'occasion. Merci vraiment à tous les trois. Merci vraiment Valérie aussi pour votre témoignage. Donc, je rappelle, Isabelle Serret, donc faire taire le silence, entendre les murmures autour de la prise en charge des violences intrafamiliales à l'égard des enfants. Et je m'en voudrais quand même de ne pas donner un numéro de téléphone avant de se quitter. C'est le 103 écoute enfant. Donc, il y a un site internet, un numéro de téléphone. Si vous subissez des violences ou si vous connaissez quelqu'un qui en subit dans votre entourage, n'hésitez pas à contacter ce service. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.